Bonjour, bienvenue dans notre traditionnel programme Entretien avec Christian Pende-Koka après 9 mois de prison. 9 mois passés à Kondengui parce qu'il a voulu. Bref, je préfère lui donner la parole bien après pour qu'il explique pourquoi est-ce que le président l'a embastillé avec son allié politique Maurice Kamto. Avec nous, nous avons Amabo qui va intervenir en langue anglaise. Ensemble, nous allons décrypter le message de fin d'année du président. Nous parlerons des élections à venir, les élections locales. Ensuite, une brève analyse de l'actualité politique et nous allons clôturer avec le mouvement Agir. Bonjour Pende-Koka. Merci Albert Michel. C'est votre première sortie depuis le début d'année. Sans doute vous aurez un message à adresser à tous ceux qui vous suivent, tous ceux qui vous admirent. Enfin, Good afternoon, Amaro. Good afternoon, Mr. Christian Pende-Koka. Okay, so my first message is a message of many happy returns to all the Cameroonians, and especially our sisters and brothers from the northwest and the southwest regions. We know they are going through a humanitarian drama. We could have avoided it by proper policies. But unfortunately, since 3 years, the government of Mr. Biya has been deaf to any solutions, and particularly to the solution related to an inclusive and sincere dialogue, in order to resolve this problem. So my best wishes to all the Cameroonians, and let's hope that the year 2020 will be the year of full promises, starting with prosperity, serenity, peace, and of course, above all, health, good health for everyone. Thank you very much. Ok. Christian Pende-Koka, que vous inspire le message du chef de l'État, le message du 31 décembre? Ah ben, pour moi, personnellement, c'était une distraction. C'était une distraction parce que ce message était inapproprié par rapport au contexte que nous traversons. Le contexte que le Cameroun traverse aujourd'hui, de ce climat d'insécurité, ce climat de méfiance entre les Camerounais, de haine, d'animosité tribale, n'est-ce pas? Le message, il nous fallait un message d'apaisement, un message qui réconcilie les Camerounais, n'est-ce pas, entre eux. Or, nous avons plutôt trouvé un chef d'État belliqueux, agressif, avec des propos stigmatisant, n'est-ce pas, les Camerounais, et notamment stigmatisant la diaspora. Vous savez, tous les pays qui ont une diaspora talentueuse, comme la diaspora camerounaise, mettent en place des politiques appropriées pour les attirer. Yeah, Mr. Pende-Koka, before coming to the diaspora, what is your take on the president's end of year speech in regards to the militarization of the Anglophone zone in order to ensure a peaceful election? What is your take as a former advisor to President Biya? I mean, again, that's why I'm saying that. What you don't expect this kind of bellicose speech from a head of state when this is a man always talking about peace. What do you expect from him is a speech of appeasement, is a speech towards promoting inclusive and sincere dialogue among all children of Cameroon, if he's clearly looking for peace. But if he's not looking for peace, of course we have this kind of dialogue. Trying to say that is going to enhance the war front in the southwest and the northwest. It's not the children who is going to die there if he's not even able to realize that the young people who are dying in the front are of the age of his grandchildren. If the part maybe on the side of the secessionists or on the side of our security forces, those are young people, 18 years old, 20 years old, dying over there. They are
at the age of his own grandchildren. So, Mr. Penda, what you're trying to say is a youth in whom, for example, in the Northwest region, come February for the 2020 local elections, will not be able to cast his ballot. Is that what you're trying to say? Of course, they won't be able to cast the ballot in this, atmosphere of insecurity. But, what is much more important for me is that we could have resolved. Avant d'arriver sur les élections, j'aimerais qu'on parle déjà du discours, qu'on reste beaucoup plus sur le discours et sur la crise anglophone, notamment sur la crise anglophone. Parce que vous avez... Let me finish that part and then we'll go to the other one. What I'm trying to say is that we could have resolved this issue without the need to go through the weapons, solution and so on and so forth. For a head of state, it's dialogue. That's why everyone, that means our coalition, AGI, MRC, and other people, including the international community, we have called upon Mr. Biya to organize, a sincere and inclusive dialogue. And he has not done it. What you have, you have called it a grand dialogue that he has organized very recently was not inclusive. And everyone has just noticed that it was not inclusive. And it could not really generate kind of lasting solutions for this crisis. And people are still claiming for an inclusive and a broad-based dialogue, including the secessionists. That's it. Peut-on dire que le dialogue n'était pas inclusif et incriminer le chef de l'État alors qu'on a vu sur le net des invitations adressées aux Ambazoniens, mais ce sont ces derniers qui ont refusé de participer? Albert Michel, vous avez adressé des invitations à Sissoko et à ses collègues qui sont en prison à Kondengi et ils ne sont pas venus. Quant à ceux qui sont à l'étranger, je parle bien des Ambazoniens, des sécessionnistes, lorsqu'ils voient les conditions que Sissoko est encore arrêté et la manière dont ils ont été arrêtés, eux, ils vont être encouragés à venir au Cameroun s'ils n'ont pas les garanties nécessaires, n'est-ce pas, qu'ils ne vont pas être arrêtés. C'est aussi simple que cela. Quand quelqu'un est sincère, quand quelqu'un veut que les choses se fassent normalement, et j'insiste sur le mot sincère, et je peux vous assurer que quand vous regardez les communiqués, surtout les communiqués provenant des États-Unis, très souvent, ils insistent sur le mot sincere dialogue, sincere negotiations. C'est-à-dire qu'ils voient bien que derrière les attitudes de M. Biya, il y a toujours la ruse. Il y a toujours la ruse. There is cunning behind his attitude. That's why those people are always insisted about sincere negotiation, sincere dialogue. Parce qu'ils voient, si je ne suis pas sincère et je viens faire quelques deals que ce soit avec vous, vous n'allez pas y croire parce que je ne suis pas sincère. Or, aujourd'hui, M. Biya a été identifié clairement par beaucoup d'interlocuteurs qui l'ont côtoyé depuis 37 ans comme quelqu'un de pas du tout sincère. C'est-à-dire que c'est toujours quelqu'un qui vient négocier avec la ruse, pas avec la ruse fondamentalement. Tu vois, donc, qui cherche à vous avoir. Et vous ne pouvez pas obtenir une solution avec quelqu'un qui vient négocier. Au lieu de négocier, avoir un dialogue qui est franc, c'est-à-dire genuine, qui est transparent, n'est-ce pas, et qui est sincère, vous avez plutôt quelqu'un, vous le voyez, c'est comme quelqu'un qui veut ruser avec vous. Vous n'obtiendrez pas de solution. Et dans ces conditions, je ne pense pas que ceux qu'on prétend avoir invités de l'extérieur et qui sont des secessionnistes auraient pris le risque de venir au Cameroun. Yes, Mr. Penda, in regards to this national dialogue which took place last year, 2019, what are the conditions and criteria for the government to fulfill to ensure that the dialogue is inclusive and sincere, like our multilateral partners and you also with AGI and MRC are suggesting? If you read the proposal of MRC before the dialogue, the one was actually handed to the Prime Minister, there was a certain number of conditions to ensure
the effectiveness and the success of this dialogue. First of all, there should have been a kind of preparatory task force or preparatory working group, to which the mission should have been assigned to prepare the dialogue, Actually, about in a consensual manner, to have the, in terms of participants, the agenda of the meeting, and also to ensure the organization of the meeting, and then the enforcement of the resolution, the binding of the resolution. Not that when the dialogue, you will adopt the resolutions during the dialogue, then it will be optional for the head of state to select, to pick, among the recommendation, the one that will favor him. You understand what I mean? Yes. So there should have been a certain number of conditions ensuring that, first of all, through the participant, it will be inclusive. Through the agenda, it will be consensual. Through the organization of the meeting, that the meeting will be chaired by an independent person, and then that the resolutions will be binding for everyone. That means binding, meaning that, once it has been done, it will be executed, it will be implemented within a time frame agreed by everyone. So that's the conditions to ensure that this dialogue would have produced, effective and successful results. You talk about binding, but we realized that at the end of the year 2019, there was a bill that was passed with a special status given to the Anglophone community. Is that not a binding bill to ensure that the resolutions that were taken were implemented? Or, according to your point of view, it's not appropriate? But first of all, that again, the cunning nature of Mr. Biya is trying to do it. Is trying to buy time. Is trying to gain time by doing that. It's not sincere. It's again a cunning maneuver. You understand? First. Secondly, those kind of things should be discussed in an inclusive circle. You're not just going to get it through a parliament that you're controlling totally. So it's not inclusive, there's nothing inclusive there. This parliament is totally controlled by CPDM. So there's no inclusive, there's no consensual nature of that. So that's why, the observers, shrewd observers of Cameroon political arena, international observers, are still insisting, are still yelling for an inclusive dialogue, meaning that nothing of what he's trying to do is inclusive. You will end up with the 1996 constitution that 23 years later was not implemented, but it will buy time. This is again the trick. It's trying to cheat again. So that's it. L'impact néfaste sur l'économie. And of course, the impact of it, of course, we've been into this war for 3 years. We could have avoided it. Is due to the careless nature of Mr. Biya's regime, a small strike by teachers and lawyers had escalated into a full-size armed conflict, killing more than 3,000 people. But certain estimates are even talking about 12,000 people, 15,000 refugees, external refugees, and more than 500,000 internal refugees. All of this could have been avoided. And I cannot understand why Mr. Biya is kind of insensitive to the drama, humanitarian drama, unfolding in the northwest and southwest region. What is he looking for? Who is he challenging? When you look at the speech, you just, you want to ask, il veut prouver quoi à qui? At that age. Il veut prouver quoi à qui? At that age.
What the issue? This is even talking about the diaspora, abusing them. I mean, look at the quality of the diaspora. I went to Germany last time. You have about 1,000 medical doctors in Germany, more than 5,000 engineers. I'm only talking about Germany. I did not talk about France, about the UK, about Switzerland, about Spain, about Italy, about the USA, about Canada. But can you imagine, the reservoir of talents that Cameroon have there? Many African countries will envy Cameroon for that. And many countries in the world, countries like India and Pakistan and so on and so forth, are cherishing the diaspora, and they are adopting, appropriate public policies to generate incentives to get the diaspora to contribute in a multiform way. You see, this is the case. And again, you still see about the Iranian plane crash that's happened the other day. But those Canadians were from Iran origin. That's why they did not disconnect their roots with the country of origin. The root is there. Even for their grandchildren, they will always have in their memory that they're coming from somewhere. It's exactly like Barack Obama. He always has in his memoir, in his memory, I want to say, in his memory, that is coming from Africa. That's it. So when I heard him, Mr. Biya, talking about the diaspora and talking so aggressively and abusively about the diaspora, I was really disappointed. I was clearly disappointed. Surtout avec les exemples comme en Éthiopie, on voit la diaspora éthiopienne investir énormément dans l'économie du pays. Quand Paul Biya parle de la croissance économique, il a mis en avant un indicateur, l'inflation maîtrisée. Qu'est-ce que vous en dites? Non, écoutez. Mais en théorie économique, vous pouvez même rechercher l'inflation. L'essentiel, c'est que vous ayez la croissance. Vous voyez? Mais la réalité, c'est quoi? C'est que quand vous n'avez pas de pouvoir d'achat, comme dans la situation actuelle, regardez un marchand sur un marché, en fin de journée, quand il n'a pas de clients, qu'est-ce qu'il fait? Il fait baisser les prix. Donc ça peut même aller jusqu'à la baisse des prix. Il va se vanter que les prix ont baissé. Vous comprenez? C'est-à-dire, là, il est en train de dire que les prix sont stables et à la limite avec un peu d'inflation. Mais il ne se rend pas compte que c'est parce que les Camerounais se sont appauvris considérablement. Donc, le pouvoir d'achat des Camerounais a baissé considérablement. Du coup, la demande a baissé. Et la demande ayant baissé par rapport à l'offre, ce que vous voyez là, c'est les prix qui ne bougent pas. À la limite, si ça continue comme ça, vous allez voir que c'est les prix qui vont baisser. Vous comprenez le phénomène? C'est-à-dire, il suffit de penser, bien sûr, sur last market, quand le gars est en fin de journée, qu'il n'a plus rien à vendre, et il a ses trucs à vendre, mais il n'y a plus de clients, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse les prix. Donc, méfiez-vous de ce qu'il raconte là, parce que ça ne veut rien dire. Au contraire, en économie, c'est en train de me signaler la réalité. Vous voyez bien que le taux de croissance même ne monte plus beaucoup. Vous voyez bien que quand vous avez les zones du nord-ouest et du sud-ouest et du nord sinistrées, vous pouvez comprendre que les revenus ont baissé, les emplois sont perdus, donc du coup, le pouvoir d'achat baisse, n'est-ce pas? Vous pouvez voir dans les hôtels à Douala, vous allez vous rendre compte qu'à certains des hôtels où descendaient les gens en provenance du sud-ouest et du nord-ouest, les prix vont baisser, parce que les gens ont cherché la clientèle. Donc ça, c'est un très faux indicateur, ça ne veut rien dire. Et le satisfecit du FMI a carrément été mis en exergue parce qu'il a vanté la croissance en mettant en avant aussi le rôle que le FMI a joué pour que l'économie soit. Mais vraiment, je suis désolé. Encore une fois, je suis désolé. Parce que j'ai déjà eu à vous dire une fois, Albin, que la boussole d'un chef d'État ne saurait pas être le FMI. La boussole d'un chef d'État, c'est la situation de ses compatriotes. Pourquoi va-t-il tout le temps chercher
le FMI. Mais je vous ai dit que ce soit le FMI ou la Banque mondiale, vous allez à Washington, vous allez voir qu'ils ont écrit que our mission is to alleviate poverty. Notre mission est de réduire la pauvreté. Mais le jour où on sera plus pauvre, eux, ils auront un problème d'identité, ils n'existeraient plus. Donc, ils ont tout intérêt à ce qu'on soit dans cette situation. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que quand vous voyez un pays où les recettes fiscales ne représentent que 17% du PIB, alors que vous allez dans les pays européens, les recettes fiscales en pourcentage du PIB sont en moyenne de 44%. Dans le cas de la France, c'est 55%. C'est que toutes les activités contribuent à payer les impôts. Mais toutes ces activités-là, du cordonnier au chauffeur de taxi, à tout ce monde-là, contribuent à payer les impôts parce qu'ils savent qu'en contrepartie, l'État leur donne des services, n'est-ce pas? Les infrastructures routières, les infrastructures d'énergie, ils peuvent aller dans les hôpitaux se faire soigner, l'école est garantie et ainsi de suite. Mais ici, vous voyez que au moins 80% de l'économie camerounaise est dans l'informel. Donc, si ces gens géraient mieux l'économie du Cameroun, n'est-ce pas? Si ces gens géraient mieux l'économie du Cameroun, je peux vous assurer qu'ils n'auraient pas besoin d'aller chercher l'argent du FMI. Le taux de bancarisation du Cameroun est de l'ordre de 15%. C'est-à-dire moins de 15% de la population camerounaise est connectée au système bancaire. Vous avez encore 85% des Camerounais qui n'y sont pas connectés. Donc, même l'épargne se retrouve encore dans les chaussettes, dans les bas de laine des gens. Et donc, même cette épargne ne contribue pas suffisamment au financement de l'économie. Il y a tellement de travail à faire à ce niveau que si ce travail était fait, n'est-ce pas, on n'aurait pas besoin d'aller chercher le FMI. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous semblez ignorer la conjoncture internationale que le président vient de rappeler. Mais Albin, tous les ans, c'est la conjoncture internationale. C'est un monsieur qui est tapis quelque part. I mean, you should tell me. Conjoncture internationale is a man. There is a man hidden somewhere attacking anyone. But everybody in the world is confronted to that international environment, no? Why is he always, this is what we call in English, blame gaming. It's a blame gaming. It's a blame gaming. Tout le temps chercher les boucs émissaires, c'est toujours une autre personne, mais il ne voit pas ses propres défaillances. C'est tout le temps en train de parler de conjoncture internationale. Mais enfin, la conjoncture internationale ne changera jamais. Elle est toujours ce qu'elle est. Et tous les pays font face à la conjoncture internationale. What is this blame game? He has to resolve his own problem. We are Cameroonian, and we are facing the same international environment as other people, other countries are facing the same environment. But everyone is just fighting with the same context. C'est la conjoncture internationale qui a fait que nous passions encore une fois en 2019 du rang de 166e rang dans le classement Doing Business en 167e rang. Mais les critères qui sont utilisés là, comme vous le savez, n'ont rien à voir avec la conjoncture internationale. Les critères qui sont utilisés, les 10 critères dans le Doing Business, ça a quoi? L'accès au crédit, le système fiscal, les infrastructures, c'est-à-dire c'est ça, le transport, l'électricité, ainsi de suite, l'obtention des permis, l'obtention des agréments, c'est-à-dire l'obtention des permis et l'obtention des agréments, où on vous complique la vie dans les administrations, l'obtention d'un titre foncier, où on vous complique la vie dans les agréments. Je connais des cas où pour obtenir un titre foncier, les gens ont mis 15 ans, voire 20 ans. Qu'est-ce que ça a à voir avec la conjoncture internationale? Au point où un petit pays comme le Rwanda, n'est-ce pas, 26 000 km², et 12 millions d'habitants, aujourd'hui est dans le peloton de tête. Pourquoi il n'a pas cité le Rwanda? Le Rwanda, c'est la conjoncture internationale. C'est la conjoncture internationale. Pour Kagame, pourquoi lui ne parle pas de la conjoncture internationale? Vous comprenez ce que je veux dire? Allez aujourd'hui, tous les Camerounais qui rentrent d'Abidjan, qui regardent les infrastructures, Abidjan, aéroports, routes et tout, ou qui viennent même d'un petit pays comme le Lomé. Mais ils sont complètement déçus. C'est parce que les Camerounais ne voyagent pas, parce qu'ils ne sortent pas. Mais je leur dis de sortir un peu. Je les encourage à sortir un peu, aller juste là, en Côte d'Ivoire, aller à Lomé pour voir ce qui se passe. Ils vont se rendre compte que l'histoire de conjoncture internationale, c'est quand on veut cacher, you want to hide your failures, your total failures. Yeah, you need to have a scapegoat. Que tu cherches un bouc émissaire, que tu es le bouc émissaire conjoncture internationale. Attendez,
que moi je suis dans un concours, je vais commencer à dire que oui, c'est parce que l'autre est court, l'autre est grand, c'est pour ça que je n'ai pas bien fait mon exercice. Qu'est-ce que ça va avoir? Chacun va avec ses moyens. Et nous avons, le Cameroun n'a plus de ressources que le Rwanda. Le Cameroun a plus de ressources que le Rwanda. Pourquoi le Rwanda est dans le peloton de tête? Hein? Écoutez, vous savez, nous commençons à en avoir marre. Parce que là où nous ne parlons plus pour nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes là chez moi. Et je ne pense pas que je fais ça pour moi, comme vous le savez. Je suis concerné par ce que vous, les jeunes générations, vous allez vivre dans ce pays, avec ce genre de leadership. Et quand la crise anglophone a éclaté, j'ai été parmi les premiers, vous le savez, dès fin 2016, début 2017, à écrire que il nous faut que c'est une occasion historique, n'est-ce pas, pour mettre en place des institutions politiques inclusives. Je perce ce que les institutions internationales ont dit beaucoup plus tard, je l'avais déjà perçu. Le dialogue, mais bien entendu, le dialogue inclusif, je l'avais déjà vu. Le dialogue sincère, j'en avais parlé. Le fédéralisme même, je l'avais évoqué. Parce que nous étions les premiers même à agir. Nous disons à agir, dans notre mouvement agir, act, federalism is an accelerator of development. Is a development accelerator. Donc pour nous, nous ne disons même pas que nous devons aller à un référendum à un moment donné. Et quand nous nous sommes assis avec nos alliés du MRC, on leur a dit non, le fédéralisme c'est un accélérateur du développement. C'est un accélérateur du développement. Et il faut qu'on y aille. Et vous pouvez observer dans le dernier discours de Maurice Kamto que, n'est-ce pas, il est très clair sur ce sujet. Il ajoute pour expliquer clairement à tout le monde que le fédéralisme ne veut pas dire sécession. Parce que les gens qui veulent dire, n'est-ce pas, Cameroun un et indivisible, il dit encore très clairement là-dedans ce que nous avions encore déjà dit. Ce que nous avions déjà dit, que le fédéralisme ne veut pas dire la sécession. Et que le fédéralisme ne veut pas dire que vous êtes un État divisé. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, pour moi, le combat que nous menons n'est plus pour nous. Et c'est pour ça que nous sommes choqués. Quand nous voyons que la diaspora camerounaise, qui est faite de gens talentueux, est traitée de cette façon. Elle a beaucoup fait pour la lutte que nous menons. Et il faut la reconnaître. Elle a beaucoup fait pour la lutte que nous menons là. La diaspora camerounaise à l'extérieur a beaucoup fait. Ce n'est pas la peine de la stigmatiser. Au contraire, vous, les jeunes gens, vous devez remercier cette diaspora pour ce qu'elle a fait. Et je les remercie. Et je les invite à continuer à mener ce combat-là. Nous, on peut mourir. Ça, c'est rien. Je vous ai dit l'autre jour, pendant que j'étais en prison, la devise du samouraï, c'est que la mort est plus légère que la feuille du rosier. La mort est plus légère que la feuille du rosier. Death is lighter than rose leaf. So that's it. C'est tout. Dans ce combat, dans tous les cas, certains d'entre nous mourront. Mais c'est le prix de la liberté. C'est le prix de la liberté. Some of us certainly will lose the life. We lose the life because of the fight. But we shall overcome. We shall overcome. Some of us will be abused, will be insulted. Some of us will be marginalized. Some of us will lose, material things and so on and so forth. But I'm pretty sure that we shall overcome. And we have to be very thankful to the diaspora, what they have done. And I'm saying it today, they have done a lot to enable us to be where we are today. Yeah, Mr. And President, I'm calling upon them to do again, to go to overcome all the last obstacles that we have in front of us.